Web Créateur, épisode 24. Yes! Enfin! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur ce 24e épisode de Web Créateur. Pourquoi est-ce que j'ai dit enfin en introduction? Eh bien enfin parce que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Yann Darwin au micro de ce podcast. Et pourquoi enfin? Parce que tout simplement c'est le dernier des 3 mousquetaires que je voulais absolument avoir sur ce podcast. Donc les 3 mousquetaires qui ont animé PRA, le programme retraite anticipée, un séminaire live auquel j'ai participé fin septembre 2018. Donc les 3 mousquetaires sont Alex Roth, que j'ai déjà interviewé, Alex Leclerc, que j'ai également interviewé il y a quelques temps déjà, et aujourd'hui, le 3e et dernier, Yann Darwin. Ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir enfin maintenant et pas dans 20 ans, pour reprendre son célèbre slogan. Et en fait, cet épisode, il a un goût tout particulier, tout simplement parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et aujourd'hui, Yann Darwin est l'une des personnes emblématiques sur la webosphère, sur la blogosphère, sur la youtubosphère francophone, sur le marché de l'immobilier. Et il a un parcours très intéressant, tout simplement parce que, grosso modo, il y a 3 ans, personne ne le connaissait et il a eu une ascension fulgurante. Je trouve pas d'autre mot que ça, fulgurant. C'est vraiment le terme approprié par rapport à son parcours. Personne ne le connaissait et quasiment, je vais pas dire du jour au lendemain, mais en moins d'1 an, il est devenu l'une des personnes les plus connues au niveau des formateurs en immobilier sur Internet. Tout ça, ça s'est joué à peu près au cours de l'année 2016 et on va rediscuter de tout cela dans l'interview que l'on a faite ensemble. Alors, je m'excuse par avance parce que la qualité audio est pas toujours au top, mais tout simplement parce que Yann vit aujourd'hui à Dubaï et il me partageait hors interview que sa qualité de réseau était pas toujours au top, ce qui fait qu'il y a des petits moments au cours de l'interview où c'est pas hyper clean, mais voilà, j'ai pas pu arranger le son plus que cela, mais la valeur de ce qu'il nous apporte est tellement grande que de toute façon ça restera un épisode d'une excellente qualité globalement. Avant de démarrer à proprement parler, eh bien je voudrais solliciter votre aide pour tout simplement me mettre une review ou une évaluation sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast, tout simplement parce que plus ce podcast va être populaire, plus ça va me faciliter l'accès à des interviews de qualité avec des intervenants de qualité comme tous ceux que j'ai eus jusqu'à présent, mais je pourrais aller bien plus loin, ça pourrait me faciliter bien plus encore l'accès à des personnes que je n'ai pas encore eu l'occasion d'interviewer jusqu'à présent. Donc ça va vous prendre quelques minutes seulement, mais moi ça va m'aider grandement. Je vous remercie par avance pour votre action et sans plus tarder, plongeons dans cette interview avec Yann Darwin dans laquelle il me donne énormément de conseils qui peut-être vont également vous aider pour passer le cap, pour accélérer les choses peut-être dans vos investissements en immobilier. Voici Yann Darwin pour l'épisode 24 de Web Créateur. Salut Yann, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Vanak, ça va? Écoute, moi ça va super. Je suis vraiment ravi de t'avoir, ça fait des mois que je cherche à faire cette interview. Des mois. Parce que j'ai un planning très pris, mais ça y est, on y arrive. Ouais. Des mois parce que en fait moi je t'avais vu pour la première fois en physique fin septembre. C'était pour PRA, programme retraite anticipée, votre live que vous avez fait avec Alex Leclerc et Alex Roth, et tu étais le dernier du trio que j'avais pas encore réussi à avoir. Donc vraiment, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que Yann, tu peux je suis ravi d'être là.
je me rappelle de ta question dans le public, Yes. en mode écoutez les gars, je vais vous interviewer tous les trois. Et ben, écoute, ça aura mis un peu de temps, mais ça ne sera que mieux. Ouais, carrément. Est-ce que pour les personnes qui te connaîtraient pas, tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, tout à fait. Ben, écoute, Yann Darwin, je suis connu sur Internet pour l'immobilier, c'est-à-dire que je suis investisseur depuis, ça va faire 10 ans maintenant, bientôt, pas tout à fait, professionnel de l'immobilier dans le sens où j'ai un peu touché à tout dans l'immobilier, l'investissement comme tout le monde le connaît, l'investissement basique, on va dire entre guillemets. Mais aussi beaucoup d'achats-reventes, donc le statut de marchand bien, qui est un statut professionnel comme le statut de promoteur, hein, ça se ressemble un petit peu. J'ai eu des parts dans une agence immobilière aussi, d'ailleurs de façon anecdotique pendant un moment. Et puis ce parcours a duré quelques années et j'ai commencé à faire aussi de la formation. C'est-à-dire, alors je sais que les gens qui nous écoutent sont tous des businessmen ou des businessmen en devenir, donc c'est très simple, hein, quand tu as une connaissance, quand t'as une plus-value à apporter aux gens, tu peux aussi la monétiser. Moi en plus, je suis vraiment passionné d'immobilier, je suis passionné d'ailleurs de business au sens large, l'immobilier est aussi un business pour moi. Donc j'ai décidé de lancer la formation autour de l'immobilier, alors d'abord un peu tout seul, un peu dans mon coin en mode artisan, on va dire, en mode petit lancement pour tester le marché, et puis ça a très très bien répondu, donc j'ai très rapidement scalé mon activité sur la formation. Et puis je suis un petit peu moins connu pour plein d'autres business aussi que je peux avoir. Voilà, on va dire que je suis entrepreneur au sens large et principalement avec une exposition sur l'immobilier, en tout cas une exposition sur Internet. Ok. On parlera peut-être de ces business tout à l'heure. Et donc donc t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 33 ans. 33 ans. Et du coup, avant de t'intéresser à l'immobilier, donc tu as commencé à investir, si je comprends bien, vers tes 23 ans. Avant ça, tu avais quel parcours? Tu travaillais, tu étais salarié? Alors, j'ai un parcours qui est pas spécialement typique, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études, j'ai arrêté les études après le bac, j'ai eu le bac quand même, et puis j'ai arrêté parce que je voulais très vite travailler, ça me disait pas du tout de faire des études supérieures, d'aller à la fac, d'aller dans une grande école, parce que j'étais clairement flemmard, donc j'avais pas spécialement envie de faire d'études, par contre j'avais envie d'action, de travailler, etc. Donc très vite j'ai fait plein de petits boulots. Pendant quelques années, j'ai fait plein d'expériences, plein de choses, de l'animation en village vacances jusqu'à du bar, des extras de service, etc., etc. Okay. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, ça peut pas quand même durer comme ça tout le temps. Puis je voulais quand même gagner de l'argent. Je commençais à m'intéresser de plus en plus à plein de choses, notamment l'immobilier. Dans le même temps, j'ai eu une opportunité. Alors, j'ai jamais voulu, quand j'étais petit, comme tous les petits enfants, être pompier. C'était pas trop un rêve, tu vois. Et finalement, j'ai fini pompier. Donc, j'ai passé en fait le concours de pompier professionnel. Je suis tombé là-dessus à moitié par hasard. Je l'ai passé parce que je me suis dit tiens, ça a l'air bien comme métier. Moi, je fais rien de très sérieux et puis ça bouge bien. On fait du sport. On est tout le temps. Il y a pas de routine. On n'est pas dans un bureau. Donc, j'ai passé le concours un peu au petit bonheur la chance et puis je l'ai eu du premier coup. Donc, je suis devenu pompier professionnel. Okay. C'est en même temps, si tu veux, que j'ai commencé à vraiment faire de l'immobilier parce que faut savoir quand tu es pompier professionnel, sauf quand tu es à Paris et à Marseille où tu as un statut militaire, dans le reste de la France, tu as un statut civil et tu as un statut de fonctionnaire. Donc tu es assimilé à un fonctionnaire territorial et avec les banques, les fonctionnaires, ils ont plutôt la côte et donc du coup, on peut emprunter facilement. Et donc l'un dans l'autre, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Et c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là, après être devenu pompier professionnel, que j'ai commencé l'immobilier en parallèle en fait. Et puis petit à petit, j'en ai fait de plus en plus, jusqu'à commencer à me dire, faut que je quitte mon boulot, Et puis, les choses se sont plutôt bien passées. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. Voilà. Ok. Et ça m'intéresse de savoir le Yann Darwin il y a 10 ans qui démarre l'immobilier. Comment t'as démarré? Est-ce que t'as cherché à te former? Est-ce que t'as appris sur le terrain directement et ton expérience s'est constituée de cette façon? Comment est-ce que tu résumes un petit peu tes débuts en immobilier? J'ai fait un peu les deux, si tu veux. On va dire que j'ai commencé à me former, mais tout seul, avec des bouquins et quelques sites internet. Mais à l'époque, il y avait beaucoup moins. C'était pas encore trop la mode des blogs comme maintenant. Enfin, maintenant, même les blogs, c'est dépassé. On est plutôt sur la vidéo, mais il y a une grosse période blog aussi. Et il n'y avait pas énormément de blogs, pas énormément de vidéos sur l'immobilier. Il y avait beaucoup de bouquins, comme toujours. Donc, j'ai commencé à me former dans les livres. Et puis, je suis très vite allé sur le terrain parce que
j'ai plein de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que j'ai pas besoin de validation. C'est-à-dire, j'ai pas trop peur quand je fais quelque chose qu'on me dise oui, c'est bien, vas-y, etc. J'y vais et puis je Ouais, teste. tu fonces, quoi. Et donc, je suis très vite allé sur le terrain, j'ai très vite testé. Et puis, voilà, j'ai foncé. Et puis, j'ai eu un peu de chance aussi au milieu, sur mes premières opérations et notamment sur les rencontres que j'ai fait avec des associés qui m'ont pas mal accéléré parce qu'ils avaient plus d'expérience que moi. Donc, j'ai un peu sucé, j'ai un peu aspiré, tu sais, Ouais. l'expérience et le cerveau des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure. Et puis voilà. Et puis, j'ai continué à me former. Après, je suis passé en mode un peu plus sérieux, un peu plus professionnel sur de la formation carrément avec des organismes de formation reconnus, Compignon sur rue, etc., avec des formateurs un petit peu à l'ancienne. Mais voilà, des formations en salle, des formations destinées justement aux marchands de biens, aux promoteurs, etc. Et puis j'ai pris de l'expérience et puis je me suis toujours lancé et puis j'ai toujours enchaîné. Donc j'ai envie de te dire un mix de formation, d'auto-formation et de terrain. Mais beaucoup de terrain quand même. Ok. Du coup, tu as démarré vers 23 ans, tu as eu, on va dire, je sais pas, 7-8 ans peut-être à travailler, à investir de ton côté et tu as commencé à arriver sur Internet sur les coups de tes 30 ans à peu près, c'est à peu près ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, ça fait, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Alors à 6 mois après, je suis pas très bon avec les dates, mais c'est à peu près cette idée-là. Dans l'intervalle, j'ai aussi essayé de lancer plein de business parce que ça m'amusait. Donc plein de business autour de l'immobilier principalement, la fameuse agence immobilière, pas mal de boîtes de promotion rénovation, d'achat-revente. J'ai eu un bar même à un moment, tu vois. J'ai fait le rêve aussi de Ok. plein de gens qui se disent un jour j'aurai un bar, je vais racheter un bar. J'ai eu un bar. C'est pas spécialement une bonne idée. Euh, donc j'ai fait plein d'expériences et au moment de me lancer sur Internet, bon, c'est pareil, c'était l'occasion qui a fait le larron. En fait, je me suis dit j'ai une connaissance, je vais tenter de la monétiser. Je voyais un petit peu tous les gens qui étaient déjà sur Internet, par exemple des mecs comme Olivier Roland, tu vois, qui sont là depuis longtemps, etc. Et je voyais ce qu'ils faisaient et je me disais bah franchement je peux le faire quoi. Mmh. Donc je me suis lancé ouais, vers mes 30 ans, donc assez tard finalement, assez tard. C'est tard. Et ça fait entre guillemets que 6-7 ans qui s'est passé entre tes débuts et ce moment où tu essaies de transitionner vers Internet. Mais là, pour le coup, le monde d'Internet a complètement changé par rapport au business en ligne. Là où il y a à tes débuts, t'avais pas t'avais peu de personnes en immobilier. Là, j'imagine que quand toi tu as démarré, c'est devenu un marché extra concurrentiel. Est-ce que tu confirmes? À moi, quand j'ai débarqué, il y avait déjà beaucoup de monde, en effet, sur la partie immobilière sur Internet. Il y en a encore plus d'ailleurs maintenant. Ouais. Ça m'a jamais trop fait peur. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se disent que plus il y a de concurrence et plus ça va être compliqué. Alors, c'est vrai que si tu vises tout de suite de prendre la première place, si tu vises de détrôner un mec qui est là, qui fait déjà 5 millions, etc., tout ce que tu veux, qui a 10 000 clients, forcément, ça va être compliqué. Par contre, de sizer une taille de marché et de voir qu'il est énorme et de se dire, si on prend presque 0,1%, j'ai largement de quoi faire tourner ma boîte. Ça, c'est du terre à terre. Et sur un marché comme l'immobilier, ben, pour le coup, il y a beau avoir de la concurrence, le marché est immense. Et encore là, on est en train de regarder par le petit œilleton, tu sais, de la partie, on va dire, formation sur Internet. Mais le marché immobilier est monstrueux et il n'y a pas que la formation sur Internet. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais pas que de la formation sur Internet autour de tout ce qui se fait dans l'immobilier, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'il faut pas trop avoir peur de la concurrence. C'est plutôt une bonne chose pour moi. C'est comme quand un investisseur me dit, tiens, j'ai peur d'acheter dans cet immeuble parce qu'à côté, il y a un promoteur qui est en train de construire un immeuble neuf. Donc, ça, je vais avoir de la concurrence. Mais il faut pas raisonner comme ça, en fait. Si le promoteur construit un immeuble neuf à côté, c'est qu'il a fait une étude de marché. C'est comme un hôtel neuf, c'est-à-dire que les promoteurs au hasard, ils font pas un promoteur qui a pignon sur rue, il fait pas au hasard un immeuble juste à côté. S'il le fait, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est qu'il y a une demande. Donc c'est toujours pareil en fait. Faut pas avoir spécialement peur de la concurrence. Ok. Donc tu démarres sur Internet, tu as commencé à faire des petits produits ou t'as lancé un gros produit directement? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tes premiers produits ont évolué? Est-ce qu'ils font partie aujourd'hui d'un gros produit? Ou est-ce que à l'inverse, les premiers produits étaient un petit peu peut-être de moins bonne qualité et du coup tu les as oubliés, tu les as remplacés? Comment est-ce que sur Internet, comment ça s'est passé pour toi, ce que tu proposais? Mon tout premier produit, c'est un produit que je propose plus. Pourquoi? Parce qu'il était bon. C'est pas pour ça que je le propose plus, c'est parce qu'il était vraiment pas assez cher. Okay. En fait, au début, ce que j'ai fait, c'est pas assez cher pour les personnes qui nous écoutent. Alors, c'était 1 000 €. Okay. Sauf qu'en fait, quand je vais t'expliquer l'offre, tu vas comprendre que c'était pas assez cher. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire de l'accompagnement individualisé pendant 1 an
pour 12 investisseurs. C'est-à-dire que j'ai pris 12 personnes et voilà, je leur ai dit, tous les mois, je vais faire un Skype avec vous d'une heure, 1 heure ou deux pour voir où vous en êtes. Plus je vais vous suivre, plus vous aurez accès à mon mail, plus, etc., etc. Et tout ça pendant 1 an. Okay. Et je vais review avec vous, vous allez m'envoyer vos dossiers, je vais vous aider à faire vos dossiers de prêt, etc., etc. Donc, ça m'a permis de me lancer. C'est très simple, hein. J'ai fait 12 ventes en 24-48 heures, donc c'était génial. C'était mes premiers chiffres d'affaires sur Internet. T'es content, tu rentres 12 000 euros très vite. Tu te rends compte que ça fonctionne. En plus, t'es content parce que tes pages marchent, tes intégrations, tes solutions de paiement et tout, enfin, tous les trucs au début, tu sais, tu redoutes un peu de te mettre en place. Sauf que très vite, tu te rends compte que t'es en train d'accompagner 12 mecs pendant 1 an et que c'est pas cher payé pour ton temps. Par rapport au temps que tu vas y passer, ouais, c'est un peu clair. Ouais. Donc, c'est un produit que je propose plus. Mais alors, la belle histoire autour de ce produit, c'est que mon premier client, la toute première personne à avoir sorti sa CB, et que j'ai accompagné du coup 1 an et qui aujourd'hui a acheté plusieurs lots, et aujourd'hui peut-être un de mes plus proches collaborateurs, pour pas dire mon bras droit sur la société de formation. Il travaille avec moi et il est même investisseur dans Green Bull, donc dans notre holding qui regroupe toutes nos filiales. C'est un de nos investisseurs et aujourd'hui un de nos salariés et un de mes collaborateurs les plus précieux, tu vois. Et c'est mon premier client de tous les temps. Donc c'est rigolo. C'est rigolo. Donc et du coup, t'as attendu 1 année pour changer, proposer un nouveau produit ou t'as continué à... Non, j'ai fait ça assez vite. Donc j'ai lancé cet accompagnement. Alors attends, je me rappelle un peu le timing. Ça devait être quelque chose comme en octobre-novembre. Et j'ai lancé un premier produit, on va dire, automatisé en décembre, fin décembre. Allez, on va dire que c'est sorti en tout début janvier. Donc là, c'était une formation, très simplement, comme tu peux les connaître, c'est-à-dire vidéo, plus PDF, plus ressources à télécharger, etc., etc. Pas d'accompagnement, pas de groupe privé, pas de personnalisation outre mesure, mais une formation de qualité. Qui est plus au catalogue aujourd'hui parce que l'immobilier évolue vite. Donc, on est obligé de faire des mises à jour des formations. Donc, sous cette forme-là, elle n'existe plus. Elle a été remplacée, mais c'était pas spécialement. Moi, j'ai un défaut, c'est que je suis assez perfectionniste, même un peu monomaniaque, et donc, j'over-deliver toujours ce que je fais. Donc, elle était très quali, avec beaucoup de contenu, etc. Voilà. Et celle-ci, tu veux un peu de chiffres, j'imagine. Je veux bien. À combien c'est un peu loin. Et... C'est un peu loin, mais elle a été vendue. Elle était vendue 400 €, 399, je crois. Et combien on a eu de clients sur cette formation? Sur la durée de vie du produit, je sais pas, je te dirais des bêtises, mais aux alentours de 400 clients, je pense. Voilà. 400 x 400, 16. Ouais, 160. Ouais, ça doit être ça à peu près. À vue de nez, on est dans ces chiffres-là. Et c'est un produit qui est resté sur le marché un peu aux alentours d'1 an. Et au niveau de la commercialisation, page web, un petit peu d'acquisition de trafic. J'en faisais pas énormément à l'époque, mais un peu de pub Facebook, etc. Pas de webinaire. Je faisais pas de webinaire encore à l'époque. Et sous forme de redirection sur tout mon contenu gratuit, donc vidéo YouTube. Et du coup, à peu près 1 an, ça nous amène à la première fois où je t'ai vu, puisque c'était la première fois que je t'ai vu, c'était à ton intervention au séminaire Business Internet en Or chez Maxence, octobre 2017. Et donc t'es arrivé donc t'es intervenu sur scène parce que t'avais cette particularité d'avoir entre guillemets percé dans le milieu de l'immobilier en très peu de temps, parce que du coup ça faisait à peine 1 an que tu avais démarré et tu avais quand même un beau chiffre d'affaires déjà, et tu avais fait je me souviens, une excellente intervention à ce moment-là, enfin celle de septembre 2018 également, mais je veux dire, j'avais déjà été conquis par la qualité de ce que tu proposais à ce moment-là. Du coup, donc on était sur ce premier produit complètement automatisé, et ton produit phare aujourd'hui, je crois savoir que c'est un tout autre produit qui s'appelle l'Académie des investisseurs rentables. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, alors j'ai eu plein de produits entre cette première formation et maintenant. Bon, tu sais il est bon d'avoir un catalogue, d'avoir un niveau de prix, etc. pour en faire pour tout le monde, tout simplement. Par contre, moi, il y a un truc où je m'éclate plus, et c'est aussi, ça ressemble à mon premier produit, c'est justement l'accompagnement des gens. Et puis, tu sais,
voir et faire évoluer les gens et les aider à vraiment atteindre leur but et leurs résultats. Parce que la plupart des investisseurs immobiliers, ils veulent quoi? Ils veulent soit un complément de revenu, soit carrément le moyen de changer de vie, quoi. Donc quitter leur boulot, changer de pays, aller rejoindre bref, tu vois. Mais c'est tout le temps lié à l'argent et à l'indépendance financière. Donc pour moi, une petite formation comme ça, quelques heures, 5 heures, 10 heures de formation, sans accompagnement, sans rien. Bien sûr que tu peux y arriver, je l'ai fait. Je l'ai fait même avec moins que ça. Mais tu mets pas toutes les chances de ton côté. Donc l'académie, ça a été lancé pour ça. On a dit OK avec les équipes. En plus, je commençais à grossir, etc. et à me staffer avec des équipes. Alors, on a dit comment on va pouvoir vraiment accompagner les gens. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris un peu l'essence de mon premier produit. On a dit voilà, on fait une vraie grosse formation de niveau professionnel, de niveau centre de formation, de ce que j'ai pu suivre moi. Donc on a un programme de formation qui fait 60 heures et qui évolue et qui est mis à jour avec le temps. Donc c'est déjà gros. Et on a aussi un accompagnement où on a des coachs qui accompagnent les gens et absolument tous les dossiers, si besoin, sont review, sont testés, sont approuvés par les coachs. Donc par exemple, quand tu te lances dans l'immobilier, peut-être que tu n'arrives pas à budgéter tes travaux, peut-être que tu as du mal à monter ton dossier bancaire, peut-être que tu as des questions sur telle toiture qui risque de s'effondrer. Bref, tu as plein de questions de débutants, voire même plus avancées sur la fiscalité, qui demandent des réponses. Et il n'y a aucun programme qui permet de le faire. Donc on a mis en place des coachs, on a mis en place le programme, on a mis en place un groupe privé, une communauté, etc. Et voilà. Et donc c'est ça l'académie. C'est vraiment une académie et c'est un truc où tu as accès à vie. C'est même pas une histoire d'un an, on tue pendant 12 mois, tu as accès toute ta vie à ça. Et on s'éclate vraiment là-dedans parce qu'on voit les gens évoluer et on est en train de commencer à faire des stats, etc. Donc là, à l'heure où je te parle, ça fait moins d'un an qu'on a lancé ça, ça doit faire 8 mois. Et on est en train de faire les stats, on est à plus de 35 millions d'encours immobiliers pour les clients de l'académie. Donc, dans les 8 derniers mois, on a acheté à nous tous plus de 35 millions d'immobilier. Donc tu vois, là, tu vois, je suis sur un truc qui m'excite bien et qui me fait avancer. Ok. Ça représente combien de personnes? Tu parlais des coachs, tu parlais du staff, tout ça, c'est combien ton équipe aujourd'hui? Elle est constituée? Alors, il y a 5 coachs aujourd'hui dans l'académie et l'équipe totale au niveau de la boîte de formation, alors ça dépend si je te compte les freelances, etc. Mais on va dire que alors c'est dur parce que on a un groupe de sociétés, je t'en parlerai un petit peu plus si tu veux. On a un groupe de sociétés, on a 5 sociétés et une holding et tout le monde travaille ensemble. Donc au niveau de tout le groupe, on n'est pas loin d'être une cinquantaine avec les freelances. Voilà. Et en termes de salariés, on est la moitié de ça. Mais on grossit vite. Énorme. Et ouais, et ce que tu disais, c'est que en plus cette académie, c'est pas un an d'accompagnement, c'est que tu rentres et après tu es accompagné. Ouais, c'est fini. T'es là, t'as gagné, bravo, bienvenue. T'es accompagné quand on a besoin. T'as les mises à jour, t'as déjà le programme de formation qui t'emmène. C'est pas compliqué, hein. C'est le programme le plus avancé disponible. Et c'est comme ça qu'on le market entre guillemets dans la façon de l'expliquer, mais c'est aussi comme ça qu'on l'a conçu et qu'on veut qu'il reste. Donc on se pose clairement comme les leaders et on apporte clairement de la qualité. Et en fait, on emmène les gens là où ils sont pas emmenés ailleurs. C'est-à-dire que tu peux arriver en mode débutant et tu finis en sachant que moi, quoi. Hein, je t'explique les montages en marchand de biens, je t'explique les montages avancés, notamment pour les chefs d'entreprise, etc. Sur toutes les problématiques de holding, toutes les problématiques d'intégration fiscale, toutes les problématiques de TVA, etc. Les achats-reventes. Donc c'est vraiment tu veux faire de la colocation, tu vas aller dedans. Enfin, t'auras ta réponse dedans. Tu veux faire de la location de durée, t'auras ce qu'il faut. Exact. En fait, si tu veux, toutes les formations sont nichées et je sais que souvent on conseille aux gens et d'ailleurs c'est intéressant. Tu sais, les gens qui veulent se lancer sur Internet, on leur dit nichez-vous. Par exemple, t'as le mec qui fait, alors je vais parler d'immobilier parce que c'est de ça qu'on parle. T'as le mec qui fait que de la coloc, donc il dit aux gens faites de la coloc, c'est génial. T'as le mec qui fait que de la division, il dit aux gens faites de la division, c'est super. T'as le mec qui fait que du meublé, t'as le mec qui fait que ci que ça. Mais en fait, c'est comme l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que la compta. Il n'y a pas que la fiscale, il n'y a pas que la vente, il n'y a pas que le marketing. L'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. L'immobilier, c'est pareil. Si tu fais que ça, ça peut marcher, bien sûr, pour toi, dans certains secteurs, pour certains profils, mais pas pour tout le monde. Donc, l'idée de l'immobilier, c'est que c'est un business comme un autre et c'est que, tu vois, un DJ avec une table de mixage, il a plein de boutons, tu vois. Et suivant comment il règle sa table de mixage, il se passe pas la même chose. L'immobilier, c'est un peu pareil. T'as plein de boutons. À toi de connaître tous les boutons. T'as pas besoin de connaître tous les boutons forcément pour passer de la musique et pour faire quelque chose qui s'écoute. Mais quand même, si tu sais comment marche toute la table de mixage, c'est quand même beaucoup plus simple pour toi pour sortir un truc qui ressemble à quelque chose. Donc c'est un peu l'idée et c'est un peu là où tu vois, j'ai voulu justement pas me nicher. De dire voilà, soit t'apprends 2 boutons, soit t'apprends toute la table de mixage et tu vas plus loin.
Après, c'est une question d'objectif. Il y a des gens qui veulent juste faire 1 ou 2 investissements. Et là, en effet, peut-être que l'académie, c'est pas forcément le truc super adapté. Par contre, si vraiment tu veux en faire 10, 20, 30 et que tu veux grossir vraiment et que tu veux faire un vrai business avec l'immobilier, faut que tu apprennes toute la table de mixage. Ok. On aborde un point qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que moi, je suis au stade où il y a un temps, ça m'intéressait l'immobilier. J'ai fait 1 ou 2 investissements et je me suis arrêté. Et donc après, la vie de salariat me plaisait plus, donc j'ai quitté mon emploi. J'ai été au chômage. Là, je suis chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, jeune entrepreneur web. Du coup, j'ai des comptes qui sont pas encore mirobolants. J'ai pas encore beaucoup d'argent dessus, mais quelles sont on va dire les solutions qui vont s'offrir à moi à partir du moment où je vais vouloir réinvestir? Est-ce que je peux réinvestir en tant que particulier ou est-ce que en tant que chef d'entreprise débutant, enfin jeune chef d'entreprise encore une fois, est-ce que je peux diversifier mes investissements via cette voie-là au travers de mon entreprise? Ok, alors il y a plein de solutions. Donc je vais te donner plein de pistes et plein de possibilités. Et il faut bien comprendre que ça va vraiment dépendre de ton profil et de comment tu évolues, mais aussi, et c'est là que c'est moche, de la personne que tu as en face de toi, du partenaire bancaire que tu as en face de toi. C'est-à-dire que si je te mets dans un cas rêvé et je te dis, va voir ce banquier, il te finance jusqu'au bout du monde, 10 immeubles, etc. Et la même personne va aller dans une autre banque avec le même profil, même chose, et on va pas la financer. Donc déjà, il y a un truc qui se passe au début qui est subjectif. Enfin, même pas que au début d'ailleurs, qui est subjectif, qui fait que suivant sur qui tu tombes et suivant comment tu présentes les choses, avec le même profil exactement le même, déjà tu pars pas avec les mêmes chances. Okay. Donc il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de savoir présenter les choses de la bonne façon. Ensuite, pour les chefs d'entreprise, souvent quand on se lance, on entend que la banque va vouloir 1 bilan, 2 bilans, souvent 3 bilans même pour commencer à te prêter et pour être sûr d'être financé facilement. Ouais. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, en fait, les banques font des calculs risques, elles font des scorings. C'est-à-dire qu'elles prennent ton profil et elles disent, voilà, quel est le risque de cette personne? Et on va tout faire rentrer dans la balance. C'est-à-dire, en effet, ta boîte, est-ce qu'elle est solide ou pas? Mais pas que ça. Il y a ton épargne, il y a ta surface, on va dire, financière et ton patrimoine, parce que tu peux avoir d'autres investissements qui sont payés, tu peux avoir eu un héritage, tu peux vivre dans un appartement où t'as pas trop de loyer, donc ça vient aussi peser un petit peu moins sur ton reste à vivre, etc. Il y a le fameux reste à vivre. Il y a combien tu te payes, est-ce que tu te payes ou pas, est-ce que tu es au RSI ou pas. Enfin, tout ça va rentrer finalement. Il y a ton âge, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc l'idée, c'est pas forcément de savoir exactement ce qui va se passer, parce qu'encore une fois, tu le sauras pas. L'idée, c'est de peindre le plus joli tableau possible pour que le partenaire bancaire en face il a envie de l'acheter. Okay. Donc pour ça, il y a plein de possibilités. Il y a l'épargne, première chose. C'est le truc qu'on entend partout, ça tout le monde est au courant. Ok, il faut de l'épargne, il faut avoir ce qu'on appelle les comptes sexy. J'en parle très souvent, c'est-à-dire à jamais de découvert, c'est-à-dire de l'épargne qui va tous les mois sur un livret, sur un compte épargne, sur un placement, peu importe lequel, sécuriser une assurance vie. Okay. Et il y a aussi ta gestion de compte, c'est-à-dire que de faire en sorte que quand ton banquier regarde tes comptes, que ce soit les comptes perso ou les comptes pro, ça raconte la bonne histoire, tu vois. Il y a pas je vais en boîte tous les week-ends, il y a pas je fais des frais sur ma boîte tout le temps de n'importe comment juste pour éviter l'IS, etc., etc. Donc faut que ça raconte la bonne histoire. Okay. Après ça, il va y avoir la façon de présenter les choses, et dans la façon de présenter les choses, il y a un truc qui va vraiment t'aider, c'est de trouver une putain de bonne affaire. Parce que souvent, on se prend la tête à se dire est-ce que je vais être financé, à se gratter, à rester dans son salon, tu sais, de se dire est-ce que je vais être financé. Mais en fait, le banquier, ok, il regarde ton scoring, ton profil, mais il va regarder aussi quelque chose, c'est le business plan, c'est le business, c'est combien ça rapporte, c'est quoi l'affaire qu'il y a en face. Okay. Donc, encore une fois, en tombant sur le bon partenaire, il est capable de quand même occulter une grosse partie des points négatifs si ce que tu lui proposes, l'histoire que tu lui racontes, le business que tu lui proposes, parce que c'est ça. Tu vas lui emporter des flux financiers et lui, il doit juste calculer un risque pour être absolument sûr que c'est sa seule peur que tu continues à payer ton crédit. C'est sa seule peur. Tout le reste, c'est du bullshit. Donc, il faut que l'histoire soit bien racontée et plus le bien en question crache du cash, plus le bien en question génère du cash flow, plus le bien en question est sécurisé, bien loué, bien rempli, si on parle d'un immeuble ou d'une surface commerciale qui n'a pas de vacances, etc., qu'on a un bon historique, qu'on a un bon emplacement, etc., qu'il a été bien acheté, bien négocié sous le marché, ça vient aussi te pousser vraiment. Okay. Donc, moi, ce que je conseillerais à tous les gens,
qui ont peur, entre guillemets, de se dire, moi, je suis jeune chef d'entreprise, moi, je gagne pas beaucoup d'argent, moi, j'ai pas beaucoup de reste à vivre, moi, je suis au fameux 33% d'endettement qu'on voit partout. Les 33%, c'est un chiffre, c'est un élément dans la balance, ça veut dire quelque chose, certes, mais ça veut pas non plus tout dire. Moi, je vois des banques, et j'en connais, qui financent jusqu'à 50% d'endettement sans aucun problème. Et encore, il y a deux façons de calculer l'endettement, donc suivant comment je le calcule, j'ai même pas le même résultat. Donc bref, donc faut arrêter en fait d'avoir peur et de faire soi-même ce travail-là, parce que en fonction du partenaire, en fonction de l'agence, ça va changer. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur le terrain et trouver une putain de bonne affaire. Et je te garantis qu'à partir de ce moment-là, tu vas voir que si tu as une bonne affaire, forcément le dossier va être beaucoup plus facile à monter, va être beaucoup plus facile à défendre. Après, il y a un peu de volume à faire auprès des banques. C'est sûr qu'il faut pas aller en voir une et attendre qu'elle réponde. Non, il faut aller en voir tout de suite 5 ou 10 ou un courtier. Ça fait aussi le travail. Et là, on essaye. Parce que il y a beaucoup de gens, et je le vois d'ailleurs dans l'académie, c'est vraiment, tu sais, on coach les gens et tout. Et ce qui revient souvent, c'est, tiens Yann, je suis bloqué, les banques me prêtent plus. Je pose la question, et je pose la question à la personne, et je dis, ah bon, et t'as vu combien de banques? Ah bah j'en ai vu aucune, mais je suis à 35% d'endettement, etc. Ou alors ouais, j'en ai vu 2. Mais non, mais t'es pas bloqué en fait, c'est du bullshit. Toi, t'es bloqué dans ta tête, t'es en train de t'auto-bloquer. Ça se trouve, va voir 10 banques et tu verras qu'on va te prêter. Okay. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est la première partie, le premier gros bloc, ok. Et ensuite, le deuxième bloc, super intéressant si tu es chef d'entreprise, tu vas pouvoir faire une optimisation. Il y a plein de façons d'optimiser, et notamment optimiser le nerf de la guerre, c'est-à-dire la fiscalité. Il y a plein de montages qui sont possibles, notamment les fameux montages holding, qui vont permettre, alors sans rentrer dans le détail, je vais rester simple pour pas perdre tout le monde, mais en gros, l'idée, c'est que tu vas utiliser ta trésor d'une société A pour injecter dans une société B qui, elle, va faire de l'immobilier sans passer par les impôts. Donc, tu n'as pas besoin de te sortir des dividendes, de te payer un salaire, etc. Non, c'est directement, entre guillemets, l'argent qui va transiter de la société A à la société B pour acheter de l'immobilier. Okay. Et quand on achète de l'immobilier, on fait ce qu'on appelle des jeux comptables, donc des jeux de bénéfices et de déficit. Et si j'achète et que je paye le bien, par exemple, je te prends un exemple très simple. J'achète un bien 300 000 euros, ok? C'est la banque qui me le finance, elle me donne 300 000 euros. Je vais l'acheter. Comptablement, j'ai un déficit, je simplifie involontairement, mais comptablement, j'ai un déficit de 300 000. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un bien, j'ai 300 000 qui est sorti. Mais ces 300 000, c'est pas moi qui les ai sortis, c'est la banque qui me les a prêtés. C'est pas grave. Comptablement, j'ai un titre de 300 000. Ce déficit-là, il va faire que je vais pas payer d'impôts si je fais bien mon montage, etc. Parce que forcément, si comptablement, j'ai un déficit de 300 000, on va pas me mettre des impôts sur un moins 300, tu vois. Avec des montages un petit peu intelligents, quand on est en société, quand on est chef d'entreprise, on va pouvoir faire remonter ce déficit dans d'autres sociétés, grâce à la fameuse holding et à plein de montages, dans d'autres sociétés qui, elles, sont en bénéfice. Typiquement, je te prends l'exemple privé, tu as une boîte et tu entreprends sur Internet et tu gagnes de l'argent, et ta boîte sur Internet, elle te rapporte beaucoup et tu payes des impôts parce que tu es en bénéfice, parce que tu peux pas non plus trop la charger, celle-là, tu vois, t'es pas en train d'acheter des immeubles. Par contre, ton autre boîte qui achète des immeubles, elle va être en gros déficit. Pourquoi? Parce que les immeubles, ça coûte cher. Et donc, tu vas pouvoir faire communiquer les deux, avec par exemple un montage, un holding, où tu vas pouvoir faire communiquer et remonter ce déficit. On appelle ça l'intégration fiscale. Il y a quelques critères à connaître. Et donc, tu vas pouvoir, avec ta société qui détient de l'IMO, diminuer les impôts de ton autre société qui, elle, est sur Internet, génère beaucoup d'argent et paye beaucoup d'impôts. Okay. Donc, tu vois, tu as des montages super intéressants comme ça qui sont possibles à mettre en place une fois que tu es chef d'entreprise. Par contre, en effet, là, on rentre un petit peu dans le cas particulier, on rentre un petit peu dans les montages avancés. Donc, ça va pas fonctionner tout de suite pour les débutants. C'est très bien de les connaître parce que tu vas pouvoir les anticiper, les mettre en place peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Par contre, en effet, ça va être plus dur là de négocier avec un groupe de sociétés un montage comme ça, en mode j'ai créé ma boîte il y a 15 jours. Par contre, si tu as un bilan et qu'il est très bon, c'est possible. Si tu as 2 bilans, c'est encore mieux. Et si tu as 3 bilans, ma foi, on rentre dans les critères classiques, 3 bilans, machin. Donc, tout est possible. Il y a énormément de montages comme ça. Je te donne un exemple, il y en a plein d'autres. Mais la chose à retenir, c'est toujours la même. C'est que plus tu fais d'argent, plus c'est facile de faire d'argent. Ouais. Et si tu te concentres à ce que... Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est malheureusement ou heureusement, ou tu vois ça comme tu veux, mais c'est la vie. Et finalement, si tu te concentres à ce que ta boîte marche bien, tu pourras sans problème réinvestir cet argent et le faire travailler, et ça sera de plus en plus facile parce que c'est beaucoup plus facile de faire 10 000 euros en investissant 1 million, et même si tu fais que 10 000 euros avec 1 million, c'est vraiment que t'es nul, que de faire 10 millions en investissant 10 euros. Voilà, c'est tout simplement le retour sur investissement. Hein. Plus la somme investie est importante, plus les liquidités sont importantes et plus il est facile de générer de l'argent. C'est un petit peu injuste, c'est ce que tu veux, mais c'est comme ça dans la vie. Ok.
Écoute, merci pour ces nombreux conseils, en tout cas qui m'intéressent énormément. Est-ce que, juste pour clôturer ce sujet de l'académie, tu peux en dire plus? Est-ce que c'est ouvert tout le temps? Est-ce qu'il y a des périodes d'ouverture, de fermeture? Comment ça se passe et combien c'est? Alors, il y a des périodes, en effet. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait des périodes de promotion. Pourquoi? Parce que on fait en sorte de pas se faire dépasser par les événements. On veut pas faire rentrer trop de monde pour le plaisir de faire rentrer du monde et ensuite notre qualité diminue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait rentrer du monde à une vitesse de croisière qui nous permet de maintenir la qualité. Donc c'est ouvert tout le temps. Par contre, on fait des périodes de promo. Donc il y a des moments où c'est moins cher. Et puis on a un prix public. En gros, on va dire que si tu rentres de la bonne façon, mais je crois que on peut te mettre on mettra un lien pour les gens qui sont intéressés éventuellement, qui écoutent ton podcast. Okay. On pourrait faire rentrer les gens sur un prix négocié à 2994. Ok, super, merci. Qui te donne l'accès à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'accompagnement à vie, les coachs, la formation, etc., le coaching, la vérification des dossiers. Il y a un événement aussi, un séminaire qu'on fait qui est une fois par an. Donc, les gens ont aussi la possibilité d'avoir accès à ça avec des prix préférentiels en avant-première. Et puis, on pourra, si tu veux, mettre une réduction supplémentaire pour les gens qui passent par toi, pour te remercier écoute, de faire découvrir ça aux gens sans problème. Sur les notes du podcast, on parlera de tout ça a posteriori. Vous aurez toutes les informations sur le lien du podcast. Ouais. Ok. Pas de souci. Du coup, tu parlais tout à l'heure de ta holding qui est Green Bull. Ouais. Quelles sont les autres sociétés qui sont dedans? C'est quoi ton implication dedans? C'est quoi les grands axes de cette autre société? Ok. Alors, donc j'ai commencé à te parler de holding. Il y a plusieurs façons de faire des holdings. Il y a des holdings purement patrimoniales, donc c'est le montage dont je te parlais qui permet de détenir de l'immobilier, etc. Et puis il y a des holdings plus opérationnels, on va dire, comme Green Bull, qui est une de nos sociétés, qui elle a vocation à en plus animer un groupe de sociétés. C'est-à-dire que comme Virgin, je prends toujours cet exemple parce que tout le monde connaît Virgin Megastore, etc. Ouais. Virgin, c'est en fait un groupe de 400 et quelques sociétés. Je crois qu'il y en a 420 à l'heure actuelle. Okay. Donc, il y a une holding qui s'appelle Virgin Group, une société mère, une société animatrice, et puis plein de sociétés en dessous, plein d'entreprises qui font telle ou telle chose. Virgin Galactic, Virgin Megastore, Virgin machin, Virgin truc. Donc là, c'est un peu la même idée, sauf qu'on n'est pas encore aussi gros que Richard Branson, mais ça ne saurait tarder. Donc nous, notre société mère s'appelle Green Bull, et en dessous de ça, on a plein de sociétés. Donc on a mon activité de formation, celle dont on parle autour de l'immobilier, en assurance. Okay. On a une activité de courtage digital. On fait du trading. Donc on commercialise un logiciel de trading algorithmique qui s'appelle Aria, qui permet aux traders d'automatiser une grande partie de leur trading et d'avoir des meilleurs résultats. On a aussi une app de mise en relation qui permet aux gens d'économiser, qui permet aux gens de se parrainer, qui s'appelle Fire Leads. Et puis on a fait le tour. Oui, courtage, formation, édition et formation, parce qu'on sort des bouquins aussi, trading et application Fire Leads. Donc on a aujourd'hui, il y a 5 sociétés et 8 marques détenues par ces sociétés, puisqu'il y a certaines sociétés qui exploitent plusieurs marques. Okay. Mais voilà, en gros, à quoi ça ressemble. On est structuré en groupe, donc ça veut dire qu'on a des salariés un petit peu partout, et dans les filiales, et aussi au niveau du groupe, sur des fonctions support, et qui vont être transverses. On a aussi des actionnaires, puisque on a fait 2 levées de fonds pour accélérer. On n'est pas en mode start-up. Tu sais, la maladie des startups, souvent, c'est qu'elles font ce qu'on appelle du cash burn, c'est-à-dire qu'elles lèvent des fonds, beaucoup de fonds, ouais. Et puis elles ont une idée, elles ont un produit, elles ont quelque chose qui sera peut-être rentable plus tard, mais elles font du cash burn, c'est-à-dire que voilà, elles savent qu'elles seront rentables dans 3 ans. Et pendant 3 ans, elles brûlent du cash, et c'est pour ça qu'elles font des levées de fonds. Nous, on ne fonctionne pas de la même façon. On fait des levées de fonds pour accélérer, c'est-à-dire qu'on est déjà rentable, on ne fait pas de cash burn, on gagne de l'argent. Mais des levées de fonds, pour avoir plus de fonds à dispo et pas attendre de mettre de côté un trésor de guerre et passer par la fiscalité pour accélérer, pour faire des recrutements, etc., etc. Donc voilà. Donc on a aussi quelques investisseurs au sein de Green Bull. Ok. Écoute, c'est vraiment passionnant tout ton parcours, toute cette
toute cette vie d'entrepreneur. Comment est-ce que ça ressemble une journée de Yann Darwin aujourd'hui? Est-ce que tu as des routines en place, des routines de succès? Je suis assez friand de savoir comment est-ce que ça se passe chez toi. Ok. Alors, j'aimerais te dire que je fais toujours la même chose et que c'est très normé, etc., que je me lève et que je vais méditer pendant 1 heure après mon sport de 4 heures. Ça, c'est ce qui se passe dans l'idéal. Malheureusement, souvent, l'opérationnel prend le dessus. Mais oui, en gros, la journée ressemble à quoi? J'essaie de commencer ma journée par du sport parce que c'est déjà le moment le plus simple pour moi et puis ça te réveille et tu passes à l'action plus facilement. Et puis ensuite, on est multinational, on est sur plusieurs pays, il faut le savoir. Donc, on n'habite pas tous au même endroit. On a les bureaux qui sont dans le sud de la France pour la partie française. Donc, il y a beaucoup de calls et beaucoup de Skype, beaucoup d'organisation avec des outils tels que Slack que tout le monde doit connaître, qui permet de s'organiser plutôt bien en équipe. On a aussi un outil qui s'appelle Monday, qui est super bien pour la gestion des tâches. On utilise pas mal Zapier, etc. Enfin, voilà, tous ces outils-là. Okay. Donc, il y a beaucoup de calls, il y a beaucoup de choses qui sont à distance. Il y a quelques rendez-vous. Qui perturbent les routines. Qui, du coup, perturbent les routines et qui, du coup, aussi incluent parfois un petit décalage horaire. Donc, pareil, il faut gérer avec les équipes plus tôt, plus tard, etc. Parce que là, en plus, je crois qu'aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, tu es pas en France, c'est bien ça? Non, je suis à Dubaï, ouais. Ouais, t'es à Dubaï, c'est pour ça que ça explique. Il y a des petites coupures au niveau du son, mais vous comprenez bien que Yann est quelqu'un de très pris et c'est pour ça qu'aujourd'hui la qualité du son est pas toujours au top, mais dans l'ensemble on comprend bien et heureusement. Mais donc voilà, t'es à Dubaï aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est quoi? T'es pour une conférence là-bas, pour le business forcément, mais dans quel cadre? Ok. Désolé pour le son, n'hésite pas à me dire si vraiment c'est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. On a connu pire. Non, c'est tout à fait. Ok, bon, ça va. Ok. Alors, je suis à Dubaï, pourquoi? Parce que je suis basé maintenant à Dubaï, moi, à titre perso. Car on a une de nos filiales, donc la partie trading. On a une filiale qui s'appelle TechX, donc qui commercialise le fameux logiciel Aria, qui est à Dubaï. Donc, qui est basée, elle, à Dubaï, qui a été créée à Dubaï, qui est rattachée à la France par la holding, etc., mais qui opère depuis Dubaï. On a choisi Dubaï pour plein de raisons, pour plein d'optimisations, pas que fiscale, mais aussi, bien sûr. Mais c'est aussi un hub international qui est absolument génial pour nous. Okay. Parce que c'est un produit qu'on lance à l'international, on lance aux États-Unis. En ce moment même, d'ailleurs, on est en plein dedans. On ouvre, Aria aussi, c'est ça? Aria. Oui, tout à fait. Aria, ouais. On est en train d'ouvrir les États-Unis, on ouvre l'Angleterre, etc. Donc, on cherchait vraiment un hub international, un endroit où il y a du business, un endroit où il y a du monde, un endroit où il y a de l'argent, un endroit où les gens parlent anglais. Et un endroit qui bouge et qui a une croissance de fou, et tout ça c'est Dubaï. Donc voilà. Donc moi j'ai bougé à Dubaï, maintenant j'habite à Dubaï. Alors bien sûr je vais souvent en France parce qu'on a une partie des bureaux et je fais pas mal d'allers-retours, mais je suis basé à Dubaï et je lance les activités ici avec 2 de mes associés, ce qui nous permet de plus vite. Mais aussi ce qui nous impose ce fameux travail à distance sur une partie de la journée. Alors on a beaucoup de chance parce que contrairement à quand tu es aux États-Unis, le décalage horaire est dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tu es en retard sur la France. Ici, on est de l'autre côté, donc on est en avance sur la France. Okay. Donc on a l'hiver 3 heures d'avance, l'été 2 heures d'avance. Ouais. Donc quand pour moi il est 8 heures, il est 6 heures en France. Quand pour moi il est 10 heures, il est 8 heures. Donc j'ai de l'avance sur les bureaux, ce qui me permet de planifier la journée des salariés, des équipes, de faire les calls, etc. Et forcément de commencer plus tôt, même si finalement pour moi, il est plus tard. Voilà. Je préfère avoir de l'avance que être en retard de 6 heures ou être en retard de 3 heures. C'est quand même un confort qui est intéressant. Okay. Et voilà. Donc, écoute, j'ai pas spécialement plus de routine que ça. On essaye de faire des workshops très ciblés parce que le problème d'être à distance et surtout notre cas d'avoir plusieurs activités sur lesquelles on est transverse. Moi, par exemple, je m'occupe du marketing sur toutes les activités, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire du marketing sur notre boîte de courtage et puis 3 jours après du marketing sur du trading. Donc ça a vraiment rien à voir. Ouais. Donc il faut être capable de phaser, il faut être capable de faire des workshops très ciblés avec les équipes. Donc il y a quand même de grosses contraintes de dire ok, là pendant les prochaines heures, là pendant les prochains jours, on bosse que sur ça, on priorise ça et après on passe à autre chose. Ok. Il y a une question qui me vient du coup. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à te former? Il y a des choses sur lesquelles tu es encore en demande d'évolution? Est-ce que tu te fais, je sais pas, est-ce que tu te fais coacher? Est-ce que tu fais partie d'un mastermind? Est-ce que tu fais encore des formations en ligne? Des choses comme ça?
Bien sûr, évidemment. T'as jamais fini, sinon ça serait trop facile. Ok. Non, principalement, je lis énormément de livres. Ok. C'est une grosse base de formation pour moi. Mastermind, actuellement, je suis plus dans un mastermind par manque de temps et puis parce que j'étais peut-être un petit peu trop avancé parce que ce que j'aime bien, alors j'ai été dans un mastermind pendant 2 ans. Okay. Ce que j'adore quand tu rentres dans un mastermind, et ce que je peux d'ailleurs conseiller aux gens, c'est de rentrer dans un mastermind trop gros pour toi. C'est-à-dire d'être le plus petit. Moi, quand je suis rentré dans mon mastermind, j'étais au tout début de mon activité sur Internet et c'était un mastermind spécialisé sur Internet et la vente sur le web. Et je suis arrivé avec 12 000 euros de chiffre et tout le monde faisait, le plus petit devait faire 600 000, tu vois, et le plus gros, il devait faire 2,5 millions. Donc forcément, j'arrive là et je suis le plus petit. Donc si je suis le plus petit, ben j'ai aussi beaucoup à apprendre et beaucoup à m'inspirer et progresser beaucoup plus vite. Ouais. C'est ça. C'est comme quand tu fais un combat de boxe avec Mohamed Ali, forcément tu prends une raclée, par contre tu vas apprendre aussi. Donc c'est l'idée. Donc il y a un moment où j'étais peut-être un peu trop avancé par rapport à ce mastermind et tu vois ça sonne à ma porte, tu vois. C'est des aléas du direct. J'étais peut-être un peu trop avancé par rapport à ce mastermind et donc voilà, je l'ai quitté. Actuellement j'en ai plus, mais je pense qu'un jour ou l'autre, soit j'en reprendrai un, soit j'en organiserai un, c'est aussi possible. Ok. Tu veux qu'on fasse une petite pause par rapport à la sonnette? Donc, on reprend après cette petite interruption sonnette. Donc, on parlait de mastermind. Donc, tu faisais partie à une époque d'un mastermind où tu étais le plus petit, où tu es devenu l'un des plus gros. Et donc, aujourd'hui, tu ne fais plus partie de mastermind. Tu continues à te former beaucoup au travers de livres. Est-ce que tu as déjà eu un coach? Est-ce que tu t'es déjà fait coacher? Est-ce que tu en as en ce moment? J'ai personne d'attitré. Je me suis déjà fait coacher, ouais. J'ai personne d'attitré. C'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai vraiment des contraintes d'organisation qui sont énormes et on a vraiment beaucoup de travail, t'imagines, avec 5 sociétés. Et donc, je me vois mal trouver du temps pour ça. Je pense que mon opportunity cost, mon coût d'opportunité finalement à faire ça va me faire peut-être être moins bon ailleurs. Donc, c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Okay. Mais voilà, pour le moment, c'est quelque chose que j'ai mis entre parenthèses. Ok, super Yann. Eh bien, écoute, je te remercie de nous avoir partagé tout ça. Je voudrais finir par deux petites questions. Est-ce que tu as un objet de moins de 100 euros que tu as acheté ces derniers temps, que tu conseillerais à ton entourage ou à des personnes à qui ça pourrait servir? Ouais, bah écoute, c'est vrai que si il y a pas mal de gens qui se lancent ou qui veulent se lancer sur Internet, qui nous écoutent, ce que je pourrais conseiller, c'est tout simplement un bon micro. Moi, j'ai acheté un micro qui va sur mon iPhone, tu sais, qui s'adapte carrément avec la bonne fiche de l'iPhone, qui fait que t'as pas, ce qui est rare, tu pas un adaptateur, et ce qui fait que t'as aucune excuse en fait, parce qu'aujourd'hui avec un iPhone, en tout cas les derniers, t'as une super caméra, il te suffit d'un pied que tu poses dans un coin et puis t'as ton micro toujours sur toi et t'as pas d'excuse pour tourner. T'as pas d'excuse pour faire des podcasts parce que ça fonctionne aussi. Moi, j'ai un podcast, je le fais carrément dans ma voiture. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, ton podcast Business en bagnole. Ouais, un podcast qui s'appelle Business en bagnole qui, comme son nom l'indique, je le fais en voiture. Ce qui a 2 avantages. Le premier, c'est que je gagne du temps parce que forcément, quand tu conduis, tu peux parler en même temps. Donc, je parle. Et puis, ça crée aussi une proximité avec les gens parce qu'en fait, t'as l'impression de faire de la voiture avec moi et d'être en route et d'être sur un road trip. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui l'écoutent en voiture eux aussi, donc c'est bien comme ça. Tout le monde est en voiture. Et t'as pas d'excuse, tu vois. T'as ce micro-là, boum, tu le branches. Tu vois, micro-cravate, tu le mets, tu l'accroches sur toi et puis c'est parti. C'est vraiment quelque chose de... Parce que plus tu t'empêtres avec du matos compliqué, alors j'en ai aussi, on a un studio, etc., en dur, machin, dans les bureaux maintenant, mais l'idée c'est plus tu t'empêtres, plus tu as une caméra super high-tech, plus tu as un super micro qui prend 2-3 minutes à brancher parce qu'il faut sortir le pied, l'adaptateur USB, ouvrir le logiciel, et moins tu fais des actions massives. Tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ou tu vas te mettre quelques journées par-ci, par-là, mais tu as toujours l'excuse de « c'est compliqué, j'ai pas le temps », alors que quand c'est en 3 minutes, même pas, tu vas avoir la flemme, en route, voilà, tu peux passer à l'action beaucoup plus vite. Hop, t'as une idée, boum, direct. Moi, des fois, je suis en voiture, je pensais même pas faire un podcast et j'ai une idée, j'ai 30 minutes devant moi, je sors le micro et j'enregistre.
Hmm. D'ailleurs, il y a une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que par rapport à toutes tes activités que tu as au quotidien, ça fait longtemps, hein, je t'avoue que je suis pas allé sur ton podcast ou sur ta chaîne, mais est-ce que tu arrives à continuer à alimenter la partie gratuite de Yann Darwin? Alors le podcast est alimenté et là en plus on est en train de se remettre un standard parce que vu que je me suis beaucoup plus staffé maintenant, j'ai carrément un directeur général, etc. sur la partie formation. Okay. Ça me permet aussi de me libérer des trucs qui me prenaient du temps pour rien entre guillemets et pour me refaire du contenu parce que faire du contenu ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc en effet, je commence à refaire fonctionner le podcast à raison d'un épisode par semaine. La chaîne YouTube, pareil, avait pris beaucoup de retard. Et en effet, là, je me relance beaucoup plus sérieusement. J'ai carrément une émission. Je fais des formats émissions maintenant, des formats télé, des formats d'1 heure. Tu vois, c'est pas de la vidéo YouTube de 10 minutes. Okay. Donc, en effet, c'est encore une fois un coup d'opportunité, un choix, parce que quand tu fais ça, tu fais pas autre chose. Mm-hmm. Donc, il faut être intelligent dans l'articulation de ce que tu fais, ton contenu gratuit, ton contenu payant. Où est-ce qu'est ta valeur aussi, tu vois? Est-ce que tu donnes plus sur tel réseau social ou sur un autre? Mm-hmm. Et tout ça, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui doit se faire de façon réfléchie. Alors au début, quand tu te lances, franchement, faut pas se prendre la tête avec ça, faut en faire un maximum. Tu inondes tout ce que tu peux et tu vois là où ça marche. Mais là, au stade où on en est, c'est vrai qu'on a une vraie stratégie aussi de ce qu'on fait. Donc là, ouais, la chaîne YouTube, c'est quelque chose qui était trop en sommeil parce que c'est très important de faire du contenu gratuit. Pourquoi? Pas que parce que ça t'amène des gens en contenu payant, parce que forcément, les gens, ils te connaissent par le contenu gratuit et après, ils vont ou pas vers le contenu payant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la notion de branding que ça t'apporte, de faire connaître ta marque, de faire connaître qui tu es, et aussi tous les insights, parce que les gens vont te poser des questions, les gens vont te répondre, les gens vont te donner des idées, tu vas pouvoir éventuellement faire des sondages, etc. Et ça va vraiment contribuer à la construction de ton ou de tes produits ou à l'évolution de ta boîte. Peut-être que parfois, tu vas voir que tu fais fausse route. Tu pensais faire de la formation et puis en fait, il faut que tu fasses de l'accompagnement. Ou l'inverse, tu pensais faire du coaching et peut-être qu'il faut que tu publies des bouquins ou des fiches de travail ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi très important pour la partie recherche et développement finalement. Okay. Donc, voilà. J'essaie d'en faire de plus en plus et je mets une routine maintenant claire là-dessus. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que je crois savoir que tu as un budget qui est alloué à ta pub Facebook. Enfin, à partir de quel moment tu as switché, c'est ça la question vraiment, ou à partir de quel moment est-ce que tu as décidé d'investir dans la pub Facebook? À partir du moment où tu avais déjà des produits qui marchaient et pour accélérer la chose, pour scaler, ou est-ce que t'avais déjà cette envie de grossir ta base de contacts, de prospects dès le début? Alors, en effet, tu as deux approches. L'approche, je construis une liste et je vendrai après. Et l'approche, j'ai un truc à vendre et je le vends plus. Moi, j'ai choisi la seconde, c'est-à-dire que tant que j'avais rien à vendre, j'ai pas fait de pub. Par contre, une fois que j'avais des produits, en effet, j'ai accéléré, j'ai vraiment scalé grâce à Facebook et grâce d'ailleurs à plein d'autres plateformes, hein, parce qu'on dit toujours Facebook, mais il y a Google, il y a AdWords, il y a la programmatique qu'on peut faire maintenant, le RTB, il y a les régies. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités de faire de la pub. Il y a aussi on n'y pense plus, hein, parce que c'est con, mais ça fonctionne encore. Hein, les magazines papier. Si par exemple ton audience elle est professionnelle, là on attaque par exemple les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, avec qui on fait un partenariat sur un certain nombre de choses. Et ben il y a des journaux spécialisés pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et t'as que des conseillers en gestion de patrimoine qui les lisent. Donc si j'achète une page de pub là-dedans, forcément, je vais toucher ma cible, tu vois. Et ça, on est à l'ère d'Internet, on n'y pense même plus, parce que encore une fois. On essaye toujours de t'expliquer une solution toute faite, tu sais, genre, fais de la pub Facebook, c'est génial. Ouais, c'est génial la pub Facebook, mais tu peux aussi acheter une page de pub, c'est pas parce qu'on le faisait il y a 100 ans que ça marche plus, ça marche encore très bien, mais faut que ça fitte avec ton audience. Donc, voilà, j'ai choisi plutôt la partie et un truc à vendre et achète, parce que c'est beaucoup plus simple de calculer un retour sur investissement, c'est beaucoup plus simple de bien gérer. Si tu as un truc à vendre et que tu fais de la pub, forcément, tu vas très vite voir si tu vends plus avec la pub et tu vas très vite pouvoir calculer ton retour sur investissement. Et donc, soit ça marche et tu scales et tu rajoutes du budget, soit ça marche pas et tu as fait fausse route, mais c'est pas grave, ça t'a pas coûté très cher. Alors que si tu es au petit bonheur à la chance et que tu rentres des listes email, ma foi, très bien, tu vas rentrer des listes email, mais après, si tu leur vends rien, tu vois, c'est du revenu qui va être décalé. Ça fonctionne aussi, mais c'est plus dur au début, en tout cas, quand tu te lances à faire. Ok. Dernière question, Yann. Si tu avais tout simplement un dernier message pour quelqu'un qui se lance sur Internet, sur
pourquoi pas une niche extra concurrentielle, peut-être pas l'immobilier, mais peut-être l'immobilier. Quel serait ton conseil, même si tu en as diffusé pas mal déjà tout au long de cet épisode? Je pense que il faut vraiment pas regarder ce que font les autres. Il faut te forcer à pas regarder ce que font les autres. Je n'ai aucune idée de ce que font ce que tu appellerais mes concurrents. Okay. J'en ai aucune idée. Pourquoi? Parce que si je le regarde, je vais être en réaction au lieu d'être en action, et je veux vraiment pas. Déjà une chose. Et surtout, je vais être, quoi qu'il en soit, influencé. Même si j'ai pas envie, et même si c'est mon inconscient qui travaille, j'aurais vu un truc peut-être il y a 6 mois, et je vais avoir une idée, je vais avoir l'impression qu'elle est de moi, alors que c'est juste un truc que je copie, mais même sans le savoir, tu vois. Donc, je me force à, dès que je me suis lancé vraiment, j'ai complètement arrêté de regarder ce que faisaient les autres, et j'ai cherché des idées originales. Peut-être certains l'ont déjà fait, ou peut-être pas. Et j'ai quand même beaucoup plus de chances d'être original sans regarder ce que font les autres qu'en regardant. Donc, je conseillerais ça parce que c'est vraiment très important, notamment sur un marché saturé, d'avoir ce qu'on appelle un USP, donc un Unique Selling Proposition, donc une proposition de vente unique. En gros, ce qui fait que t'es toi et que t'es original et que t'es pas le copie de tout le monde. Ouais. Je vois plein de gens, notamment sur l'immobilier, en étant unique, en fait. On me le montre beaucoup plus facilement. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de gens qui copient en pensant, sans vouloir mal faire, mais tu sais, en pensant que c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai vu des gens qui copiaient mes pubs, c'est-à-dire qui copiaient mon texte et même les emojis, etc., copier-coller, en pensant que c'est la recette magique. Ça n'existe pas, la recette magique. Ouais, cette pub, peut-être qu'elle marche, mais peut-être qu'elle marche pas pour toi, parce que c'est pas moi. Donc, c'est une très, très mauvaise idée de penser qu'il y a une recette. Il n'y a pas de recette. Il y a des bonnes pratiques, il y en a plein. Il y a des choses à tester, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de fais cette pub, mets un bouton vert et ça va vendre. Non, ça marche pas. Et puis tu avais ton propre slogan, enfin, je sais pas si c'est le même encore, mais rentable maintenant et pas dans 20 ans. Je pense que c'est quelque chose qui a été repris aussi par plein d'autres personnes. Ouais, tout à fait. Ouais, ça a été repris par plein d'autres personnes. J'ai monté un mouvement autour de la team rentable et des investisseurs rentables, et c'est repris absolument par tout le monde aujourd'hui. Mais c'est très bien, c'est un mouvement qui te dépasse. Mais en tout cas, c'est moi qui l'ai créé, et j'ai toujours un coup d'avance en réfléchissant comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens sont en train de copier. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, je m'en fous. C'est-à-dire que j'ai un coup d'avance. Je suis déjà passé à autre chose. Et quand c'est soit tu crées le mouvement, soit tu le follow, tu vois, soit tu le suis. Et ça, les gens, ouais, c'est ça. Et donc les gens le voient. Ou s'ils le voient pas, en tout cas, il y a une partie qui le voit. Donc, je pense que vraiment être original, t'as beaucoup plus à gagner. Si t'es la copie d'un autre mec en moins, ça va pas marcher. Pourquoi j'irais pas voir l'original? Il va être meilleur que toi, vu que toi t'es qu'une copie. Tu vois. Donc voilà. Bah écoute Yann, je te remercie infiniment pour tous les conseils, pour tout ce que tu nous as partagé sur ton parcours, sur ton histoire. C'était un épisode passionnant. J'espère que vous, auditeurs qui avez écouté cet épisode, vous êtes du même avis que moi. En tout cas, voilà. Merci à toi. Et puis, ce sera un plaisir pour moi de partager ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'académie des investisseurs rentables. Et je te souhaite une excellente. Alors attends, il est quelle heure chez toi? Il doit être 16h. Une excellente fin de journée. Ouais, il est 10. Il est 17h en hiver. Zut. Écoute, je te remercie beaucoup. Bonne soirée et bonne journée à toi aussi. Merci Yann et à bientôt. Salut. Salut. Voilà pour cet épisode avec Yann. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai appris énormément de choses. Ça remet en question certaines croyances limitantes que j'avais par rapport à mon statut de jeune entrepreneur sur le web. Du coup, je me remets à me questionner par rapport à mes futurs investissements immobiliers. Peut-être que vous savez déjà qu'avant de passer le cap, de quitter mon emploi de salarié, j'avais déjà investi avec ma femme dans 2 colocations étudiantes à Rennes. Et je m'étais dit qu'il me fallait au moins 2-3 ans de bilan après la création de Prendre sa vie en main, de ma société Prendre sa vie en main, avant de pouvoir réenvisager d'investir à nouveau. Mais avec les conseils que Yann
m'a donné au sein de cet épisode, je suis en train finalement de me remettre en question et peut-être que peut-être que je vais aller chercher cette bonne affaire, peut-être que je vais aller chercher cette perle rare qui pourra me remettre le pied à l'étrier et puis qui va me permettre de réinvestir à nouveau. Par rapport à ce dont on discutait dans l'épisode avec Yann, pour les personnes qui seraient intéressées pour accéder à l'Académie des investisseurs rentables, j'ai négocié un petit quelque chose avec Yann. Enfin plutôt, c'est Yann qui m'a proposé un petit quelque chose pour les auditeurs de Web Créateur uniquement. Donc déjà, si vous allez sur le lien de l'épisode, donc ce sera sur www.webcreator.com/WCA024, webcreator.com/WCA024, vous aurez l'URL vous menant à une page spéciale, une page où vous aurez toujours le meilleur tarif par rapport à l'accès vers l'académie. C'est-à-dire que Yann vous disait dans l'interview qu'il y avait un tarif global et de temps en temps il faisait la promotion pour que et de temps en temps, il y avait une promotion sur ce tarif-là. Vous, en tant qu'auditeur de Web Créateur, vous aurez toujours le meilleur tarif. Vous aurez le lien dans l'URL webcreator.com/WCA024. En plus de ce tarif promotionnel, vous aurez une petite astuce pour bénéficier de 100 € de ristourne supplémentaires. Pour cela, vous rajouterez en plus de votre nom de famille le code VANAC ou Web Créateur. Donc VANAC, c'est mon prénom et ça s'écrit V-A-2-N-A-K, ou alors tout simplement vous rentrez Web Créateur. Si vous vous appelez, je sais pas moi, Jules Dupont, Dupont étant votre nom de famille, vous rajouterez Dupont espace VANAC ou Dupont espace Web Créateur et ça vous fera bénéficier de 100 € de ristourne supplémentaire. Voilà, c'est ce qui est convenu à ce jour. Si jamais les modalités changent dans le temps, vous serez informé sur la page en question, donc webcreator.com/WCA024. Pour finir cet épisode, si jamais vous avez raté l'épisode précédent, l'épisode 23, et que vous êtes un expert dans votre domaine et que vous cherchez à digitaliser votre savoir, à partager votre parcours sur Internet avec d'autres investisseurs avec le même mindset, avec la même soif de réussir que vous, ou que vous cherchez à avoir plus de visibilité sur Internet, que vous cherchez à avoir plus de conversions, ou tout simplement si vous cherchez à faire partie d'un groupe bienveillant, d'un groupe d'entraide, d'un groupe plein d'ambition, je vous invite fortement à écouter l'épisode précédent dans lequel je vous partage le lancement de mon mastermind qui débute en mars 2019 et qui se terminera en février 2020. Donc pendant ces 12 mois, mon objectif est de vous accompagner pour atteindre les 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel sur votre activité en ligne. Et cela, on y parviendra via l'organisation de 4 immersions en présentiel tout au long de ces 12 mois, ainsi que via un accompagnement en coaching commun de manière hebdomadaire, plus 6 séances de coaching individuel avec moi que vous pourrez déclencher à tout moment. Si dans les grandes lignes ce sont des choses qui vous intéressent et si vous avez raté l'épisode 23, je vous invite fortement à l'écouter et à me contacter par la suite si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.